heureuse de pouvoir venir parler de livres ce soir avec vous, et puis d'une maison d'édition qui n'est pas tout à fait comme toutes les autres. Donc, dans l'histoire, je pense que ça mérite effectivement parfois souvent d'être racontée. Et puis, voilà, je vous ai apporté quelques ouvrages. Dans lesquels, ils ne sont pas nommés. Je vous ai apporté comme cadeau. Et pour aussi voilà, montrer aussi un peu la diversité de façon concrète et physique de ce que nous publions au quotidien. Peut-être, donc, ce que je vous propose. Non, j'allais dire, expliquez-nous comment vous êtes arrivé jusqu'à là-dessus. Voilà, c'est ça. De la rue Saint-Guillaume à Arles. De la rue Saint-Guillaume. Alors, je vais prendre je vais remonter un peu plus haut, en fait, parce que les parcours scolaires sont quand même des choses qui marquent dans une vie. Et finalement, moi, je dois faire partie de ces personnes qui ont un parcours contrarié. Parce qu'effectivement, mes matières fétiches étaient le français, la littérature, et puis en cinquième, on m'a fait comprendre que ça ne marcherait pas. Donc j'ai choisi les maths et la physique, parce que c'était plus facile finalement. Mais en même temps, quand je me suis retrouvée en première S, j'avoue que j'étais un peu perdue en me disant, mais qu'est-ce que je fais là? Entre-temps, j'avais pu découvrir par chance le grec ancien, et donc en fait, j'avais plus vocation à devenir prof de grec que chercheuse en physique-chimie. Donc là, à ce moment-là, une espèce de grand écart s'est fait dans ma tête, et voilà, il a fallu trouver le moyen de rebasculer vers la matière plus littéraire, et surtout, moi j'aime bien parler d'humanité, effectivement. Et finalement, la littérature fait partie des humanités et devrait plus être enseignée, selon moi, comme ça, parce que c'est avant tout, les mots sont un vecteur, sont des liens, sont une façon de pénétrer dans le monde sensible. Alors j'avoue que j'avais surtout très accès au monde sensible, étant née en pleine Camargue, donc loin du monde humain, on va dire, dans un premier temps. Et donc finalement, ce monde sensible était très accessible. Le monde plus formel et plus scolaire, beaucoup moins. Et donc voilà, donc finalement, d'errance en errance scientifique, finalement, bac en poche après quelques atermoiements lycéens, j'ai pu, en prenant l'économie, me rapprocher des humanités. Et puis, effectivement, le Saint Graal était devenu Sciences Po en me disant, bon, là, j'arriverai à assouvir à la fois mon besoin justement d'histoire, de compréhension du monde dans lequel je suis, et en même temps, pour moi, ça a toujours été une école éminemment littéraire. Alors, pourquoi j'avais cette image, j'en sais pas grand-chose, mais il n'empêche que ça a toujours été. Si, parce que voilà, si je dois aussi. Qu'est-ce qui a marqué dans mon parcours? Quels sont les livres qui m'ont marqué particulièrement? Comme je disais, j'avais le délire d'être prof de grec, donc les Atrides ont été vraiment mes premières lectures, mais d'une ouverture à la fois justement de la langue, du monde, ce politique, enfin bon, de toutes ces atmosphères. Et puis finalement, je suis passée des fils à Henri Beauchot, où en fait c'est l'avantage quand même d'être tombée dans la marmite petite, parce que moi, Actes Sud, c'est une entreprise familiale, donc avant tout c'était la vie à la maison, parce c'était une petite entreprise quand on était enfant. Et finalement, la salle à manger était tout autant le bureau qui accueillait les auteurs que les bureaux à côté. Donc voilà, tout ça a été un monde très mêlé. Et finalement, on m'a mis un jour dans les mains ce livre d'Henri Beauchot, Édipe sur la route. Et donc là, c'était finalement la rencontre entre la littérature contemporaine et euh, la Grèce antique. Et finalement, voilà, de là, j'ai compris, grâce à son écriture, à lui, qu'il y avait une écriture extrêmement simple, une écriture très dépouillée, juste, il y avait exactement, uniquement ce qu'il fallait, rien de compliqué, très, très simple, mais en revanche, une puissance d'évocation absolument inouïe. Dans ce livre, je ne sais pas si vous avez eu la chance de le lire, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à vous plonger dedans. À un moment donné, Oedipe est aveugle et finalement décide de creuser une vague dans un rocher. Et donc, il est aveugle, il ne voit pas, et juste par ces mots, décrit comment il va sculpter sa vague aidée d'Antigone. Mais c'est un passage inouï, où on a l'impression de sentir la roche au bout des doigts, où on sent toute cette énergie qu'il y a dans cette création. Enfin bon, un livre qui me bouleverse effectivement au premier point. Et puis après, finalement, alors certainement après Agamemnon et Chi, c'est quand même avant tout des pièces de théâtre, et finalement c'est la littérature de théâtre qui sera
ma première porte d'entrée, en fait. Donc, c'est vrai que Shakespeare, Pasolini ont pris des places très fortes parce qu'il y a quelque chose d'assez radical dans l'écriture de théâtre. Là aussi, juste l'essentiel doit être là parce qu'on n'a pas le temps sur scène ni vocalement d'aller au-delà de ce qui est nécessaire. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a tout de suite attirée. Et puis, voilà, comme je disais, les humanités, c'est vrai que bah, les programmes, par chance, un professeur de français à ma deuxième terminale, donc mon troisième bac de français, il fallait que je sois acharnée quand même dans cette démarche, et nous a fait effectivement lire Malraux, Primo Levi, et donc ces lectures ont été quand même des moments phares parce que, ben, on parlait tout à l'heure, est-ce que les essais c'est de la littérature? Oui, bien entendu, ce serait impossible de dire que si c'est un homme n'est pas un monument de la littérature. Et beaucoup d'essais le sont, et c'est justement cette espèce de rencontre qui, moi, m'a toujours portée. C'est vrai qu'aussi Paul Auster, bon, à qui on peut rendre un hommage vibrant ces derniers temps, voilà, c'est un auteur qui, lui, en revanche, m'a appris à vivre en littérature. Moon Palace, les livres sont des meubles, l'univers est littéraire, on vit en littérature, on vit dedans, et finalement, qui est assez symptomatique de la façon dont enfin, ce qui symbolise un peu mon enfance, parce qu'effectivement, on vivait en littérature avec des livres des auteurs, etc. Alors, on se sentait toujours très, très loin, parce qu'absolument d'un monde inaccessible, mais en même temps, parfois, des petites portes s'ouvraient et c'était à chaque fois un grand émerveillement. Donc voilà un peu pour résumer comment est venu le goût des mots et surtout comment petit à petit l'autorisation est venue de lire. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup parce que finalement, l'école, malheureusement, souvent, et surtout au collège, vous éloigne de l'écriture, vous éloigne de l'écrit en faisant croire que c'est que de la forme, c'est que des choses qu'il faut apprendre avec rigueur, etc. Alors qu'avant tout, c'est des ouvertures au monde, c'est un monde sensible qui s'ouvre par rapport à ça. Et, euh, et donc voilà, donc c'est vrai que se donner l'autorisation de lire, c'est quand même quelque chose. Et on sait à quel point, comme le monde de l'art, c'est le monde de la culture, c'est un monde qui fait parfois peur. On a l'impression que c'est un monde élitiste, exclusif, qu'il faut avoir des bagages absolument dingues pour pouvoir ouvrir un livre, entrer dans une librairie, aller au musée. Et finalement, voilà, moi je sais que ce qui m'a forgé finalement pendant tout ce parcours et après le parcours étudiant, c'est vraiment ce désir de transmettre et de donner des portes d'accès vers le savoir, donner des portes d'accès vers cet univers sensible qui est le monde de l'art et de la culture. Et donc voilà, donc après mon lycée, donc j'ai fait sciences économiques, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis faire ma maîtrise. Et puis depuis Boston, donc j'ai décidé de postuler à Sciences Po en deuxième année, enfin en voie parallèle. Et j'ai eu la chance d'être prise sur dossier. On n'était pas nombreux, mais à ce moment-là, quand on venait de faire un parcours à l'étranger, on était pris de façon automatique, visiblement. C'est quand j'ai reçu mes notes, je me dis, oh, qu'est-ce que je fais là? Et puis bon, finalement, j'ai été diplômée, donc je me dis que j'ai pas, finalement, le syndrome de l'imposture a pu s'effacer. Mais donc, euh, mais donc voilà, à ce moment-là, c'était surtout des études européennes. Enfin, bon, voilà. Mais en fait, en sortant de Sciences Po, il y a eu un grand vide abyssal en me disant mais où je vais. Et en fait, j'avais qu'une envie, c'était d'aller travailler dans le théâtre. Et donc, j'ai écrit à toutes les scènes nationales en leur disant voilà, je serai la personne qui fera tourner toutes vos pièces en langue originale à l'étranger parce que c'est une expérience incroyable. Je vous promets qu'il n'y en a pas un théâtre qui a daigné me répondre. Et donc, je suis bon, un peu dépitée quand même. Et finalement, grâce à Georges Banu, et je le remercie vraiment beaucoup, à qui je disais, mais toute mon envie de travailler dans le monde du théâtre, est-ce que je lui ai expliqué ce que je voulais faire, et il se creusait la tête en me disant, mais où je vais t'envoyer? Et finalement, je suis allée faire un stage à l'Association française d'action artistique, qui était l'ancien Institut français au pôle théâtre. Et là, ça a été un moment assez magique parce que, effectivement, comme c'est un endroit où on fait voyager les pièces de théâtre, donc on est au contact de toute la création française à ce moment-là. Et ça, c'était vraiment passionnant. Mais après, les institutions publiques culturelles sont quand même des univers particuliers. Et puis, et en fait, à ce moment-là, on m'a envoyé une fiche de poste pour le service d'information du gouvernement. Et alors, au début, j'étais un peu comme ça, la communication, c'était pas du tout un monde auquel j'avais pensé. Et puis, finalement, en y réfléchissant, je me dis, tiens,
faire en sorte de travailler à l'accessibilité des mesures gouvernementales, c'est quand même pas tout à fait inintéressant, voire ça a un rôle important. Et donc, voilà, par chance, j'ai été prise, je m'occupais des relations internationales, donc toutes les relations avec les ambassades. En 2000, c'était ça? Ça, c'était en 2000, ouais, Oui, exactement. pour suivre le fil. Oui, tout à fait. Ça, c'était en 2000. Et à l'époque, c'était le gouvernement Jospin. Et à un moment où l'image de la France était absolument dingue, donc travailler aux relations internationales, c'était quand même assez merveilleux. Puis 2002, ça a été un peu un tsunami quand même. On était tous en train de préparer nos cartons pour partir à l'Élysée. On a tout remballé. On est resté au SIG parce que Raffarin, arrivant, finalement, avait envie de garder les mêmes équipes parce qu'il ne savait pas très bien qui mettre là. Je pense qu'ils n'avaient pas du tout prévu la chose. Et donc, on est resté un peu plus longtemps. Et puis là, donc, j'ai récupéré les réseaux Europe et les préfectures. Donc, ça, c'était, j'ai eu la chance de travailler beaucoup de conseillers communication des préfectures. Et voilà. Et puis là, a commencé s'est mis sur pied le projet du musée du Quai Branly. Et donc, voilà. Donc, j'ai rejoint le musée du Quai Branly à ce moment-là comme directrice adjointe de la communication. Et donc, ça a été aussi une aventure assez dingue parce que l'ouverture d'un musée national, c'est pas tous les matins. Et voilà. Et ce musée en particulier, justement, sur l'accès aux cultures du monde, essayer de comprendre où sont les points de contact finalement, mais aussi les points de différence, etc. Enfin, bon, ça a été une aventure intellectuelle absolument assez dingue aussi. Et puis voilà. Et puis après, j'ai mon père et ma belle-mère, donc Jean-Paul Capitani, Françoise Nissen, qui sont venus. Bon, alors tu fais quoi? Et à ce moment-là, j'étais en train justement de réfléchir avec une amie qui est elle aussi diplômée de Sciences Po, Anne Poiret, sur comment travailler à un projet éditorial sur rapprocher finalement les faits journalistiques qu'on lit dans la presse, mais quand on lit la presse, on a une certaine habitude à rester à distance des sujets. On peut nous dire 10, 20, 30 millions de personnes échouées sur une plage, on reste à peu près froid à cette information. En revanche, on lit Eldorado de Laurent Godet. Et donc voilà, et dès qu'on est touché par ce personnage de femme, son enfant qui traverse, d'un coup, la notion de migration prend tout à fait un autre relief. Et donc voilà, donc comment rapprocher, comment remettre de la sensibilité finalement dans ce monde des faits, dans la réalité du monde. Bon, ça c'est un projet qui finira sans doute par voir le jour dans quelques mois. Donc je suis plutôt contente. Mais donc voilà, donc je suis rentrée chez Actes Sud en 2009 comme responsable des partenariats. Parce que venant du musée, bon, ben voilà, tout le monde le monde des beaux-arts, le monde du beau livre, les catalogues d'exposition, etc., c'était un monde que je connaissais plutôt bien. Et donc voilà, et donc du beau livre, comme c'est des objets compliqués à fabriquer, ben, on se met un peu dans la production. Puis comme on se met un peu dans la production, on se met dans les plannings, dans le management, dans l'organisation globale. Et donc finalement, en 2015, on a créé non, 2017, pardon, on a créé un département art, nature, société, où en fait on a regroupé toute la non-fiction, ce qu'on appelle la non-fiction, c'est un Actes Sud. Et donc j'ai pris la responsabilité, j'ai créé ce département et j'en ai pris la responsabilité. En se disant que voilà, que ce soit des essais ou que ce soit des beaux livres, en fait on est dans le monde de la création, on est dans un monde qui évolue comme ça. Et donc c'était ce qui m'intéressait. Donc voilà, et puis donc depuis on est quoi, alors 24 janvier 23, donc j'ai pris avec mes sœurs, on a finalement fait évoluer la gouvernance. On est trois sœurs à travailler dans l'entreprise. Donc Julie Gauthier, elle, depuis 19 ans, moi depuis 16 ans, et notre autre sœur Pauline Capitani depuis 7 ans, 8 ans. Et en fait, on a la chance toutes les trois d'être déjà dans l'entreprise depuis longtemps. On a toutes les trois eu des expériences à l'extérieur et puis on est revenus. Quand dans une entreprise familiale, la notion de légitimité, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Et, et surtout, on a la chance pardon, d'être tous les trois sur des compétences extrêmement complémentaires et variées. Une est mathématicienne, informaticienne, donc, a pris la gestion d'entreprise, donc tout ce qui est fonction support, direction générale. Une autre est ingénieure en logistique, donc plutôt sur tout ce qui est production, opération. Et puis, je suis la seule à avoir épousé la lignée éditoriale. Et donc, voilà pourquoi j'ai hérité de la présidence de la maison avec vous. Vous êtes la numéro 1. Et donc, alors, en fait, on est trois numéros 1. Parce qu'on est, je dirais, une grande famille recomposée. Et donc, en fait, on est les aînés des trois lits.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Actes Sud, même si tout le Bien monde sûr. connaît, qu'on le prenne, voilà. Oui, tout à fait. Donc, Actes Sud, c'est une maison qui a été créée en 1978 au Paradou, donc il y a un petit village qui est dans les Alpilles, à côté d'Arles. Et il faut avoir en tête à ce moment-là, donc c'est Hubert Nissen qui crée la maison d'édition avec sa femme, Christine Leboeuf, qui elle est illustratrice. Donc les premières couvertures d'Actes Sud, c'est elle qui va les dessiner. Par exemple, la Cité de Verre, qu'on a beaucoup vu en ce moment dans la presse, de Paul Auster, c'est elle qui a fait le dessin de cette couverture. Et elle en a fait vraiment beaucoup. Mais il faut avoir en tête aussi, donc, enfin, 78, en 79, Françoise Nissen rejoint son père, donc Hubert. Elle était à Paris en urbanisme et elle s'ennuyait profondément, donc a eu envie de participer à cette aventure. En 80, c'est Bertrand Pied, qui est aujourd'hui directeur littéraire, qui rejoint Hubert, Christine et Françoise. Et enfin, en 1981, rencontre Jean-Paul Capitani, qui lui est arlésien, qui a cet immense bâtiment qui était une ancienne laiterie, en fait, familiale, et dans laquelle, à ce moment-là, il est en train de vouloir installer une librairie, des cinémas, un restaurant. Et donc, on lui dit, bah, il y a un éditeur qui vient de s'installer, donc ce serait bien que tu ailles le rencontrer. En plus d'une aventure commune sur Actes Sud, ça sera un coup de foudre et entre Jean-Paul et Françoise. Et donc, voilà, la maison d'édition va se déplacer à Arles. Et puis, et depuis, dans ce qu'on appelle le lieu-dit le Méjean à Arles, et qui s'est développé. Alors, depuis, en plus, il y a une salle d'exposition, de concert et même un hammam. Mais en fait, le Méjean est devenu un des premiers centres culturels privés en France. À l'époque, il n'y a pas encore de cette culture finalement, la dimension privée de la culture, c'est pas tout à fait ça, elle est essentiellement publique. Et donc voilà, donc ça sera un des premiers centres Il y a même un culturels privés. cinéma. Et il y a 3 salles de cinéma, un restaurant, une grande librairie qui fait 800 mètres carrés à peu près. Et puis donc à côté, une salle de concert, salle d'exposition, et puis le hammam qui s'est glissé au milieu. Et donc, mais il faut avoir en tête quand même, dans les années 78, 80, il n'y a pas Internet, il n'y a pas le TGV, c'est 8 heures de train de nuit pour arriver à joindre Arles à Paris. Et toutes les maisons d'édition qui existent dans ce pays sont à Paris, certes, mais en plus dans le 6e arrondissement. Donc, aller se mettre aussi loin, il faut reconnaître, c'est quand même une idée saugrenue, mais surtout audacieuse. Et en fait, alors peut-être que ça, vous ne le savez pas, mais en fait, Hubert va créer la maison d'édition à la suite d'une première expérience d'une première entreprise qu'il crée qui s'appelle ACT et qui est en fait l'acronyme de Atelier de cartographie thématique et statistique. Et en fait, c'est le premier mari de Françoise Nissen qui était cartographe et justement avec une vision de la cartographie un peu particulière dans le sens où il ne veut plus représenter des cartes qu'à partir des données géographiques, mais y adjoindre des données politiques, des données sociologiques, des données culturelles, enfin bon. Et donc d'un coup, le paysage s'enrichit finalement de 1000 strates différentes qui permettent de se questionner sur comment on habite un territoire finalement. Et d'ailleurs, les premiers livres qui seront publiés, donc finalement, il y a eu séparation. Donc, Acte Nord, l'atelier de cartographie est devenu Acte Nord et est parti s'installer à Bruxelles. Et Acte Sud est resté dans le sud. D'où le nom Acte Sud. Voilà, mais Acte Nord existe bien. Alors maintenant, vous allez nous expliquer comment ça marche, une maison d'édition. Et alors maintenant, je peux vous expliquer. Alors peut-être, juste, je vais continuer parce que c'est ce qui va me permettre d'arriver là par rapport à l'histoire. Donc, les premiers ouvrages que Hubert va publier, c'est des ouvrages qui ont trait justement au territoire, enfin, au territoire ou la façon de l'habiter. Notamment, il y a un livre, et j'avoue que j'étais assez émue, qui s'appelle, voilà, d'un coup le nom m'échappe à l'instant. Euh, ah, mon Dieu, je connais que lui. L'espace et le temps en Camargue, voilà, et qui est un ouvrage qui raconte justement comment ce territoire de la Camargue est habité par les hommes, ou comment finalement, dans un premier temps, c'est avant tout les hommes qui sont autorisés à vivre sur ce territoire. Et puis petit à petit, finalement, ce livre a évolué. Et en fait, en 2022, j'en ai fait la 4e édition. Et donc, ce même livre qui est arrivé la première année de publication, en fait, vit toujours et toujours animé par son auteur, qui naturellement l'a mis à jour à partir de ses données. Et en fait, ça raconte beaucoup l'histoire de la maison. À la fois, c'est un ancrage, à la fois, c'est une pensée, et c'est cette fidélité. Je dirais, c'est les points que je mettrais, c'est surtout, c'est lire le monde. Et en fait,
c'est, je crois, ce qui a toujours conduit la ligne éditoriale d'Actes Sud. Et Hubert, avec cette logique-là, à l'époque aussi, il faut avoir en tête que seulement 2%, la littérature étrangère ne représente que 2% des livres publiés. Très peu de traductions. Et en fait, il va partir aux États-Unis, il va partir en Suède, il va partir en Russie. Et c'est comme ça qu'il ramènera Goran Tunström, Nina Berberova, Paul Auster. Et finalement, ce sont ces auteurs qui ont réussi à faire émerger finalement Actes Sud en le mettant devant la scène. Alors, il y a eu pas mal de choses quand même qui ont fait qu'Actes Sud était un peu différent. Déjà, ce format, le 10-19, en fait, pourquoi il a été fait, c'est que d'une part, il tient dans la poche, donc au moins on peut le lire à toute heure et à tout moment. D'autre part, Hubert s'était appuyé, au point de départ, Hubert, il ne faut pas l'oublier, Hubert est publicitaire. Et il a une des plus grandes agences de publicité en Belgique, en fait. C'est pas naturalisé français, mais au départ, il est belge. Et en fait, il tombe sur une étude qui montre que l'œil sur une ligne de 10 cm, en fait, 8 cm, ne se fatigue pas. Et donc, c'est pour ça qu'il adapte finalement ce format à ce miroir de 8 cm qui fait qu'on va justement ne pas se fatiguer au fur et à mesure de la lecture. Il choisit ce papier crème, un peu, ce papier verger. Alors, depuis, on n'est plus sur du papier verger, mais malgré tout, on a gardé le papier crème. C'est aussi, ça permet de réduire le contraste. Et donc, un papier très blanc, ça fait mal aux yeux, ça fatigue, etc. Donc, ça réduit. Et puis, il fera, alors celui-là, c'est pas un bon exemple, j'aurais dû prendre celui-là. Et puis, c'est les premières couvertures illustrées. À l'époque, c'est que des couvertures typo. Et d'un coup, il met l'image sur la couverture. Et ça sera vraiment quelque chose qui va vraiment marquer les esprits en librairie des lecteurs. Et finalement, avec le souhait de dire aussi que finalement, le livre en tant qu'objet doit être autant soigné que le texte à l'intérieur. Et donc, le fond, la forme seront intrinsèquement liés. Et c'est ce qui va nous conduire finalement dans la réalisation de tous nos ouvrages où, je dirais, chaque livre est un prototype, chaque livre va être travaillé de façon spécifique, unique, et on recommence tout à chaque fois, ce qui rend les choses économiquement parfois compliquées, mais somme toute très intéressantes. Donc voilà, donc on est sur les essais, donc c'est la littérature étrangère d'abord, et puis au fil des rencontres, et c'est comme ça que la maison va se développer et continue de se développer d'ailleurs, c'est au gré de rencontres qui vont avoir lieu. Et donc, ça va être avec son nom m'échappe, Christian Duperron, qui a créé les éditions papier, qui sont des éditions de théâtre, qui vont rejoindre Actes Sud, Daniel Dastug, Le Rouergue. Et en fait, c'est des maisons d'édition qui vont venir, en quelque sorte, se coller à Actes Sud, qui vont voilà, se mettre dans son giron pour avancer ensemble, finalement, et à chaque fois cultiver cette idée de la littérature, avec un grand L, dans sa diversité. Le théâtre, c'est du théâtre qui est venu Laurent Godet. On a d'abord publié son théâtre avant de publier sa littérature. Jérôme Ferrari était au théâtre avant la littérature. Enfin, beaucoup de Wajdi Mouawad vient du monde du théâtre. Joël Pomera sont des auteurs qui ont pris une importance incroyable dans le monde à la fois du théâtre et de la littérature. Et c'est donc chez nous le théâtre, enfin voilà, le théâtre et chaque collection qu'on va créer, chaque maison d'édition, c'est autant de portes ouvertes finalement sur le monde dans lequel on vit et qu'on essaye de retranscrire à travers les livres. Et finalement, quand j'ai pris mes fonctions, j'aimerais profiter pour faire un grand tour en librairie pendant un mois à peu près pour aller essayer d'en voir un maximum. Mais j'avais quand même demandé à voir les plus grincheux, c'est ça qu'on apprend. Et finalement, ce qui était rassurant, c'est que voilà, il y a une continuité dans la qualité du travail des textes. Et puis, et après, voilà, il y avait le message était besoin de se mettre à la page quand même. Donc, voilà, il a fallu qu'on bouge quelques petites choses. Et puis, qu'on retravaille, parce que c'est ça aussi, mine de rien, Actes Sud, aujourd'hui, c'est 280 personnes. C'est 12 maisons d'édition. Donc, c'est quand même un navire un peu gros. Et finalement, dans cette phase de croissance, alors naturellement, il y a eu les 10 années, on va dire 2012-2022 à peu près, où vraiment, mais là, les succès, enfin, c'était un peu plus ramassé, mais les succès ont été vraiment mais, juste incroyables et assez inédits dans le monde de l'édition. Il y a 2 concours d'affilée, les Millennium, Le charme discret de l'intestin, des livres à plus d'1 million d'exemplaires. Franchement, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas.
Et, euh, et donc voilà, donc c'est vrai que quand d'un coup on connaît un succès comme ça, on a tendance à plus cultiver ce qui était en fait à la racine de notre existence. Et c'est vrai que depuis la création, comme je disais, on était loin, on était éloigné de tout. La conviction profonde et l'acte politique certainement le plus revendiqué, c'était que un éditeur est fort que si la librairie est forte. Et c'est pour ça qu'il y a eu une grande mobilisation pour le prix unique des livres. Et ce qui nous défend, nous, ce qui nous sauve, ce qui nous protège, ce qui nous tout, c'est ce prix unique du livre qui fait que justement, il n'y a pas de concurrence entre les points de vente. Donc, les points de vente, finalement, vont se différencier pour se concurrencer, mais en aucune manière abîmer l'objet qu'ils vendent. Et là, il faut reconnaître que on voit bien que dans le monde de la culture, la notion de régulation joue un rôle absolument fondamental. Allez voir dans d'autres pays, là où il n'y a pas le prix unique du livre, il y a beaucoup moins d'éditeurs, il y a beaucoup moins de librairies. Or, quand on sait ce que représente une librairie dans une ville, c'est finalement, en plus, on a un système dans le monde d'édition qui est le système des offices, c'est-à-dire que toutes les librairies ont l'obligation d'accepter toutes les nouveautés. La contrepartie de ça, c'est qu'elles peuvent les retourner quand elles ne vendent pas. Donc, ce qui est économiquement un peu compliqué parce que vous dites, c'est super, j'ai vendu, et puis en fait, blam, 3 mois après, ça revient, mais bon. Mais somme toute, ça veut dire aussi que les librairies, finalement, sont cet endroit qui accueille toutes les formes de pensée, toutes les pensées, qu'on soit d'accord, pas d'accord, etc. Malgré tout, c'est un lieu de la diversité intellectuelle absolument nécessaire et un lieu, et ça devrait être pour toutes les librairies, mais elles le sont de plus en plus, des lieux de débat, des lieux de rencontre, des lieux d'échange, parce que c'est un poumon vivant de notre démocratie finalement, et à quel point on en a besoin aujourd'hui. Et que ce soit pour la littérature, des essais, etc., on réfléchit avec tout de toute façon. Et c'est ça qui est important. Je me suis perdue en Non, cours. c'est pas grave. Alors, puisqu'on en est à la maison d'édition Actes qu'est-ce que vous pensez de tous les rapprochements actuels qui font qu'il y a beaucoup moins de maisons d'édition? Il y a Editis, il y a Bolloré. Alors, donc la situation, c'est quand même moins facile, non? Alors, c'est moins facile, mais en même temps, si on regarde bien, en fait, le danger, c'est pas tant. Il n'y a pas eu. En fait, on a eu peur d'une grosse concentration. C'est-à-dire le rapprochement Hachette-Editis, ça, c'était une catastrophe parce que d'un coup, on avait vraiment une espèce de mastodonte absolument se transforme en ogre, si je peux utiliser cette image. Mais après, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que c'est jamais qu'un conglomérat de petites maisons d'édition, sauf Hachette qui est vraiment un énorme, quelque chose d'énorme, mais même dans Hachette, les maisons finalement sont toutes petites. Et des grosses maisons d'édition, il n'y en a pas tant que ça, parce que j'ose imaginer qu'il y a une taille critique qui fait que on reste quand même des maisons de création, et donc c'est compliqué d'être trop grand, ça se dilue, etc. Donc voilà. Mais malgré tout, les deux grands groupes qui existent aujourd'hui encore, Hachette et Editis, l'Union européenne ayant retoqué la fusion des deux groupes, finalement, sont deux groupes qui existaient auparavant. Ce qui est très, très différent aujourd'hui, c'est que ces deux groupes sont absorbés dans des groupes de médias. Ce qui, d'un coup, leur donne une puissance de frappe en termes de communication, en termes de visibilité, etc., et de rayonnement à l'international, qui devient en revanche assez incroyable et puis malgré tout c'est quand même des groupes financiers extrêmement puissants, donc là la concurrence pour les auteurs est quand même grande parce qu'on ne peut pas dire que le métier d'écrivain soit un métier qui soit très rémunérateur. C'est des gens qui d'abord écrivent et puis espèrent que quelqu'un les éditera, donc le risque est porté par l'auteur avant tout. Il n'y a pas le système d'intermittence comme pour les comédiens, alors que les revenus sont avant toute chose irréguliers et inconstants. Et on s'est aperçu au moment du Covid qu'il n'y avait même pas de caisse sociale de solidarité. Et donc, des gens qui sont restés un peu sur le carreau, tout ça. Donc, la situation des auteurs est précaire, sauf pour quelques-uns d'entre eux, mais la plupart sont quand même des situations précaires. Et c'est vrai que d'un coup, d'avoir deux mastodontes comme ça qui sont capables de faire des chèques absolument déments, juste pour déstabiliser, c'est le même principe qu'Amazon ou quoi, c'est-à-dire on fait des pertes pendant des années parce qu'on est capable de les assumer, attendre que tout le monde soit mort, et puis comme ça, on est le seul à exister. Donc, ce processus-là peut être un processus qui s'engage. Alors, l'avantage, c'est comme ils sont deux, en général, à deux, ils font la guerre ensemble, donc ça devrait nous laisser un peu de paix autour et pour continuer à exister. Somme toute, c'est vrai aussi que aujourd'hui, la France, certainement, un des endroits où il y a le plus d'éditeurs indépendants. C'est 700 éditeurs indépendants en tout, en dehors de ces grands groupes.
Bon, nous, Actes Sud, on se considère comme un éditeur indépendant, même si on a plein de maisons d'édition, parce qu'on est avant tout un groupe familial et on ne vit que d'édition. Donc, voilà. Mais 700 éditeurs, c'est beaucoup. C'est aussi fragile. Là, les crises de matières premières qu'on a connues avec la hausse des prix très forte rend très difficile la situation du marché du livre aujourd'hui parce que on a été obligé d'augmenter les prix, que malgré tout l'augmentation continue, moins vite certes, mais ça continue quand même, donc la pression est très forte. Et puis c'est vrai qu'aussi dans librairie, et ça c'est un phénomène qui est entretenu par les grands groupes, c'est-à-dire un phénomène de best-sellerisation. C'est-à-dire il y a 5 titres que tout le monde dont tout le monde entendra parler, tout le monde achètera. Et donc, finalement, ça converge. Et comme c'est vrai qu'il y a tellement de livres en librairie que je reconnais, même moi, quand on est en librairie, on est un peu perdu. Donc, finalement, quand on en a entendu parler d'un ou quoi, on se dit, bon, ben, au moins ça, j'en ai entendu parler, ça donne déjà un point d'indication. Donc, c'est vrai que cette concentration des groupes d'édition avec des médias, c'est quelque chose de préoccupant, d'autant qu'en plus, ils absorbent toute la chaîne de la création, dans le sens où on sait que ce qui est rémunérateur, c'est certainement pas le livre. En revanche, le cinéma, les plateformes, ça c'est très très rémunérateur. Et au point de départ de beaucoup de films, il y a quand même beaucoup de livres. Donc finalement, là, dans les périodes un peu chahutées qu'on a dû vivre chez Actes Sud, où on a dû malheureusement l'année dernière conduire un PSE. Aujourd'hui, s'il y a une chose qui est valorisée sur le marché des entreprises, c'est les maisons d'édition. Il suffit de passer un coup de téléphone, parce que j'ai plein de milliardaires qui sont prêts à acheter une maison comme la nôtre. Maintenant, voilà, c'est comment on arrive à résister à ce phénomène-là, comment on arrive à se structurer pour atteindre une taille critique qui nous permet de rester dans cet équilibre, de rester dans cet ADN. C'est ce à quoi on s'acharne avec mes sœurs pour essayer de trouver justement cet équilibre qui nous permette voilà, de continuer à faire ce qu'on fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est publier des livres comme ça. C'est toujours aider à lire le monde, aider à le rendre le plus compréhensible possible, cultiver cette sensibilité des lecteurs, surtout poursuivre cette idée que les livres sont pour tout le monde. Donc voilà, donc c'est un gros enjeu. Rien n'est ficelé encore et les perturbations risquent d'être fortes. Alors, comment on est dans un moment où tout le monde se réorganise, où tout le monde se pique à droite, à gauche, etc. Donc, c'est bien, ça crée une dynamique, somme toute. Comme le football, quoi. C'est exactement. Donc là, le mercato est à son plein régime. Ça tourne dans tous les sens. Et qui je claque la porte et je pars et tout. Donc, le feuilleton de l'édition en ce moment est plutôt drôle, mais tant que ça bouge et tant qu'il y a encore... Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir malgré tout que l'édition, qu'on pourrait croire un vieux métier, quelque chose d'un peu poussiéreux, etc., et en fait, il y a vraiment un cœur battant très fort, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que les textes sont à l'origine de beaucoup de choses, finalement. Parce que quand on écrit un livre, on voit bien quand on passe d'un livre à un film, le film va retenir 10% de l'écrit du texte. Donc, heureusement qu'on a des textes, parce que là, aujourd'hui, par contre, la vraie menace, pour moi, c'est Google. C'est-à-dire, quand vous tapez une thématique quelconque, vous allez obtenir des vidéos YouTube, des articles de presse, et pendant une dizaine de pages. Donc, soit vous avez le courage d'aller à la page 11 pour voir si éventuellement vous proposez un livre, mais je vous rassure, avant la page 27, il y a des chances qu'il n'y en ait pas. Et en plus, en fait, les livres sont référencés sur livres. Amazon est devenu le deuxième moteur de recherche derrière Google, en fait, parce que les livres sont absents de ces recherches. Or, avant Internet, quand on avait besoin de réfléchir sur un sujet, on le sait tous, hein, on allait à la bibliothèque, on rentrait dans une librairie, on allait feuilleter, chercher. C'était avant tout les livres. Et puis après, on allait voir s'il y avait des films, des vidéos, des trucs comme ça, mais on n'avait pas aussi facilement accès à ça. Or, aujourd'hui, c'est l'inverse. Toutes les recherches qu'on va faire sont d'abord fragmentées, sont des choses très, très courtes qui finalement nourrissent très peu. Donc, on voit bien que la pensée est en train de se raccourcir, de se rétrécir. Et ça, par contre, c'est un phénomène extrêmement dangereux et qui invisibilise les livres finalement. J'ai fait un petit exercice sur un de nos ouvrages de Marc-André Sellos. Je crois que c'est pas celui-là, mais pareil, Marc-André Sellos, c'est un biologiste très reconnu du Muséum d'histoire naturelle et qui est certainement le spécialiste du microbe en France, encore plus des champignons, mais sur le microbe quand même. Et il est comme les microbes arrivés au programme de seconde. Il a publié un ouvrage qui s'appelle Jamais seul et qui a vocation à aider les profs à parler des microbes. Et donc, il en fait c'est une somme de vulgarisation, mais tout est dit, tout est écrit, tout y est.
Pour preuve, malgré tout, ce livre est devenu un livre de référence. On en a vendu 60 000 exemplaires. Donc, et c'est un gros livre aussi bien, bien dense. Donc, on va dire 60 000 exemplaires, on peut considérer sur ce genre de livre-là qu'il a quand même atteint un certain niveau. Je tape vulgarisation microbe dans Google. À la 17e page, je tombe sur le personnage de Marc-André Sellos. À la 27e page, et je vous promets, je ne suis pas allée au-delà, j'ai toujours pas trouvé le livre. Et le livre n'existait pas. Et donc, voilà, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, nous, on a un enjeu aussi aujourd'hui qui est notre transformation digitale. Comment on fait pour que nos livres qui sont rectangulaires, pesants et tout écrit en noir, et qu'on ne laisse pas ouverts, parce que quand on les met sur la toile, les ouvrages sont fermés pour pas qu'ils soient pillés. Mais donc, comme ils sont fermés par définition, ils sont mal référencés. Comme on ne peut pas aller très chercher dedans, les peu d'éléments qu'on donne autour du livre vont constituer une méga nourriture pour Google, pour les référencements, etc. Donc là, tout l'enjeu pour nous, c'est comment arriver à faire que nos livres soient référencés, soient reconnus. Donc, il faut se professionnaliser dans les algorithmes, savoir comment ça marche, etc. Donc voilà, on a entamé ce processus de transformation digitale pour justement pouvoir faire en sorte que notre métier, c'est le livre, et c'est le livre physique, en librairie. Mais malgré tout, on doit reconnaître qu'on passe quand même une bonne partie de nos vies dans un monde digital. Et donc, si dans ce monde digital, à un moment donné, on n'est pas percuté par un livre, bon, bah, il y a de fortes chances quand même qu'on passe largement à côté. Donc, voilà, tout l'enjeu, c'est comment on fait pour que, quand je navigue, d'un coup, il y ait des livres qui remontent et travailler sur ce désir de livre. Donc, ça, c'est un vrai enjeu aussi du moment. On va laisser peut-être la place de questions. Absolument, avec plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut vous écouter. Si vous pouvez commencer. Bien sûr. Merci. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que juste avant d'être rattrapé par Actes Sud, vous étiez en train de travailler sur un projet qui consistait à vouloir lancer une collection ou une édition qui était centrée sur le fait d'utiliser la littérature ou le roman pour pouvoir permettre d'accéder à l'actualité. Actualité humaine, sociale, géopolitique, je ne sais. Et voilà, c'est une idée qui m'a frappé pour au moins deux raisons. D'abord parce que j'ai l'impression que, sans vouloir rentrer sur un débat autour des médias, j'ai l'impression que les médias perdent sur beaucoup de points de plus en plus de recul sur la société. 10 000 raisons à ça. Donc l'urgence m'en semble grande. Ensuite, parce que publiant parfois un livre ou en écrivant plutôt, j'ai également des critiques et des retours d'auteurs ou de critiques qui me disent on a lu ton livre, c'est formidable, ça permet de donner envie de découvrir des sujets que l'on voit bien dans les médias de temps en temps, mais jamais avec la même puissance. Parce que comme moi, on a la vérité littéraire, et sur le fait que la vérité littéraire puisse être beaucoup plus puissante que l'interview ou que le rapport journalistique est factuellement réel, mais n'a pas la même puissance. Est-ce que c'est j'ai compris que c'était un projet qui était à venir dans le cadre d'Actes Sud? Alors, j'espère, pour l'instant, dans un premier temps, on va essayer, enfin oui, c'est un projet dans le sens où on l'a fait évoluer, c'est plus la revue qu'on imaginait, parce qu'il faut reconnaître que à ce moment-là, en fait, est né 21 et qui était exactement sur le modèle qu'on voulait faire. Et donc, bon, plus comme je partais chez Actes Sud, ça devenait compliqué, donc on a laissé tomber, mais on s'est dit quand même qu'on était plutôt bien câblé sur notre monde. Et en fait, là, la collection qu'on devrait arriver à faire émerger, c'est un peu le pendant de ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, c'est vrai que je n'ai pas pris là. On a créé en 2017 avec Stéphane Durand, qui était le bras droit en quelque sorte de Jacques Perrin. En tout cas, c'est lui qui écrivait les films de Jacques Perrin. Et parce que donc on s'est rencontrés sur le film Les Saisons, dont on a fait le catalogue. Et puis en travaillant sur ce film, d'un coup, on a réalisé que chez Actes Sud, on a une littérature incroyable sur la nature et la végétation. Parce qu'il faut reconnaître que Jean-Paul Capitani était ingénieur agronome, donc c'est vrai que ça a été un terrain de jeu pour lui de connaissances, de transmission très fort. Mais finalement, le monde animal était très peu représenté, mis à part les chevaux, mais ça, c'était mon tropisme personnel. Et donc, on a décidé, enfin, il nous a proposé de démarrer une collection donc, qui s'appelle Monde Sauvage pour une nouvelle alliance qui mettait en évidence finalement le rapport qu'on peut arriver à créer avec les animaux dans un rapport éthologique, donc un rapport scientifique, mais qui s'éloignait un peu
comme je dirais comme l'anthropologie a fait ce mouvement également, qui s'éloigne à un moment donné d'une forme d'objectivité, d'une quête d'objectivité, pour justement accepter la subjectivité, accepter qu'on est humain, accepter qu'on est sensible et qu'on regarde des animaux qui sont également des êtres sensibles. Donc accepter cette interaction, la regarder, l'analyser et la porter. Et donc on a créé cette collection, Monde Sauvage, qui a ouvert finalement ces pages à des scientifiques qui avaient quelque chose d'incongru, c'est qu'ils savaient écrire. Et donc au début, c'était ceux qu'on connaissait. Et puis, mais il s'est passé un phénomène assez étrange, c'est que finalement, en publiant ces premiers livres, c'était une littérature qui existait beaucoup dans le monde anglo-saxon, mais très très peu en France. Et en fait, d'un coup, je vous promets que c'est vrai, on a eu tellement de scientifiques qui nous ont appelés en disant «Oh, mais ça y est, j'ai un endroit où je peux publier». C'est-à-dire qu'en fait, dans ce pays, quand on sait et compter et lire, on est en fait un ovni. Donc, on est mis de côté et ça marche pas. Donc, pas étonnant. Et là, on travaille avec Francis Allais en ce moment sur un ouvrage qui s'appelle La beauté du vivant. Parce que dans ces nombreux textes que j'ai lus, le dernier que j'ai édité, il y avait sur une centaine de pages un paragraphe qui parlait de la beauté de l'émerveillement. Mais avec une puissance incroyable à l'échelle simplement de ce paragraphe. Et je vais le voir, je dis, Francis, vous mettez tellement de choses dans ce paragraphe, je suis sûre que vous avez plein de choses derrière que vous avez envie de dire, mais on sent bien que vous le cachez, vous le mettez de côté, vous vous empêchez de le... Et ça a été une espèce de libération pour lui. Donc, il s'est mis à écrire ce livre sur la beauté. Alors, je lui dis, il a quand même un peu plus de 80 ans. Il me dit, j'attends qu'une chose, c'est toutes les critiques qui vont tomber. Il me dit, je vais me faire laminer par la critique parce que j'ai osé ouvrir ce sujet de la beauté et de l'esthétique. Donc, je digresse un petit peu, mais tout ça pour vous dire que, voilà, c'est en fait lier la littérature et la connaissance qui, à un moment donné, crée quelque chose d'absolument puissant dans la capacité de transmettre, dans la capacité d'éveiller les esprits et surtout de créer comme des bulles dans notre esprit finalement où d'un coup on se met à réfléchir, quoi. Et c'est quand même ça qui est une dynamique très forte. Et donc, sur la géopolitique, on va essayer. Et donc, ce qu'on demande à ces scientifiques, c'est en fait de s'appuyer sur des récits. C'est pas un essai dans le sens où on est juste dans une accumulation de faits, de données, etc. On leur demande d'être dans le récit de leur expérience personnelle, qui seront capables d'objectiver à un moment donné et dans lequel ils vont transmettre beaucoup de choses. Mais malgré tout, on est sur le récit. Et un des plus grands succès qu'on a eu, peut-être que vous l'avez entendu, c'est Être un chêne de Laurent Tillon, qui par chance a été chroniqué un matin par Nicolas Demorand sur France Inter. Conclusion, en une demi-heure, on s'est fait dévaliser. Mais ce livre a d'un coup atteint 30 000 exemplaires. Et en fait, qu'est-ce qu'il raconte? C'est sa vie auprès d'un chêne. Mais en racontant sa vie à lui auprès de ce chêne, il raconte toute l'histoire du chêne et finalement, on vous raconte une histoire des arbres, mais absolument fascinante. Et puis écrit avec enthousiasme, avec joie, avec en même temps des sentiments très forts. Et donc, l'idée, c'est de travailler la géopolitique de la même manière. Et donc, en travaillant avec justement des gens qui sont en mesure de porter un récit sur certains sujets et finalement, donc, de les rendre accessibles par ce principe par le principe même du récit qui fait que d'une histoire personnelle, on va vers l'universel. Et c'est ça qui, à un moment donné, rend les choses accessibles. Donc, c'est pas tout à fait le projet d'origine, mais je ne l'abandonne quand même pas. Je finirai bien par le faire, mais bon, en temps, on va passer par ce chemin-là. D'autres questions? Alors, vous avez beaucoup mis en évidence, par exemple, que votre maison d'édition, elle était impliquée dans le savoir scientifique. Et ce qu'on observe aussi, c'est que votre maison d'édition, elle est aussi impliquée, par exemple, dans la science-fiction. Vous avez publié Le problème à trois corps de Lucy Chin, la série The Expanse de James S. Corey. Et vous êtes aussi impliqué dans le domaine politique, je pense notamment à la saga Dans la tête des dirigeants, que ce soit Vladimir Poutine, Xi Jinping, Viktor Orban ou Mark Zuckerberg. Ma question, c'est qu'est-ce qui vous pousse à autant varier les genres? Est-ce que c'est à la fois pour accroître le prestige de la maison d'édition Actes Sud, ou bien c'est aussi pour rendre le plus accessible possible par la lecture des sujets aussi variés auprès des lecteurs? Je prendrai l'option 2. Parce que, en fait, c'est ça. C'est se dire que, de toute façon, tous ces livres, qu'on soit dans la science-fiction la plus dingue, ou donc des choses les plus incroyables, ou dans le récit factuel journalistique, on est à chaque fois ça va donner un accès à une lecture du monde. C'est indéniable que le problème à trois corps
donne quand même le vertige dans, la capacité intellectuelle d'une seule personne de penser une histoire sur 18 millions d'années. Mais également, voilà, ça, on voit bien la polémique qu'il y a eu sur la série où ils ont choisi une scène en particulier qui d'un coup a créé des dissensions diplomatiques entre la Chine, les États-Unis, l'Europe, etc. Enfin bon, tout ça, c'est de la matière vive, en fait. Véritablement, tous les livres sont des expériences de vie, finalement, et viennent percuter quelque part. Donc, en ça, ils ont beaucoup de pouvoir, et c'est ce pouvoir qu'on va explorer, finalement, à travers toutes les formes. Comme je disais, là, oui, on a publié au début de l'année, ou en fin de l'année dernière, je ne sais plus. Non, début de l'année, c'est ça. Le livre de Nicolas Mathieu, qui est un recueil de ses posts Instagram. Alors, il y en a quelques-uns qui me disent post Instagram. Ok. N'empêche que je vous invite à le lire parce qu'il y a des fulgurances dignes de Nicolas qui sont quand même plus que mais incroyables. Et ce type est vraiment fascinant. Et il a voulu justement, il a travaillé avec une illustratrice. Et donc, il a travaillé à partir de ses posts et qui en a fait des illustrations qui sont justement extrêmement chaudes, très vibrantes comme ça. Et donc, pareil, on va ajouter des images, oui. Et en fait, finalement, quand on lit et ce qu'offrent ces images, en fait, c'est une pause. C'est un moment où d'un coup, on respire, on regarde cette image, on a lu des choses. Tout ça prend du temps. Tout ça a le temps de macérer dans le cerveau, de venir, etc. Et conclusion, mais quand on lit la page d'après, mais on n'est plus tout à fait au même endroit. Et en fait, à chaque fois, l'écriture, c'est ça, ça va être des déplacements successifs qui doivent se faire à un certain rythme, et c'est ce sur quoi on travaille avec les auteurs la plupart du temps, sous tous les formats. Le rythme est fondamental. Les respirations sont fondamentales. Les pauses sont fondamentales. Les digressions sont fondamentales. Mais en même temps, il faut toujours veiller à ce qu'on ait toutes les marches. Parce que parfois, moi, je vois ce qui me rend la plus folle quand je lis un livre, on n'a pas édité, mais c'est quand d'un coup, justement, dans ce travail éditorial, on n'est pas allé au bout de combler toutes les marches qu'il fallait remplir pour accéder à la connaissance parfaite de ce savoir. Pour vous donner un exemple, un jour, je travaillais sur un ouvrage sur une espèce d'ouvrage somme sur le bois. Et donc, c'était avec la fondation Hermès qui organise des académies des savoir-faire. Et donc, c'est vraiment tous les métiers qui travaillent avec le bois qui étaient réunis là. Donc, on a vraiment une somme. Et on décide de démarrer sur qu'est-ce que le bois. Et donc, on a un texte d'une chimiste, d'un physicien et d'un artisan qui chacun décrit le bois. Et je sais qu'on a eu une discussion assez musclée avec le physicien parce qu'il mettait des équations dans son texte. J'adore les équations. Je dis, j'ai quand même fait partie de mes études en scientifique. Mais comme je disais, mais des équations, on peut tous comprendre du multiplier, du soustraction, du diviser, etc. La seule chose, c'est qu'il faut que vous nous expliquiez chaque variable, comment elles bougent les unes par rapport aux autres. Et si vous expliquez ça, ben on va comprendre. Tout le monde est capable de comprendre cette équation. Mais par contre, si vous m'enlevez cette... Alors, c'est vrai que certainement, tous ceux qui connaissent la physique du bois savaient que X, machin, bidule, ça correspondait à tel truc. Mais moi, je ne le savais pas. Et en fait, notre rôle aussi, c'est de se mettre dans cette posture. C'est Jacques Rancière qui parle du maître ignorant, c'est-à-dire se mettre dans une posture où en fait on ne sait rien. Et par cette ignorance, on va se questionner, on va chercher, on va aller creuser un sujet. Et je sais que quand je discute avec les éditeurs, je les invite toujours à se mettre dans cette posture de l'éditeur ignorant, qu'on ne sache rien. En revanche, notre connaissance nous permet, enfin notre connaissance plus généraliste, nous permet de nous questionner et de questionner l'auteur pour que justement il vienne combler. Et donc, voilà, tout ce travail, c'est donner accès à ce savoir et ça, c'est justement, et toutes les formes, les images, la BD, on va explorer là, en ce moment, on est en train de réfléchir parce qu'on a créé une manifestation qui s'appelle Agir pour le vivant, hein, et qui a 5 ans maintenant, et puis, phénomène assez étrange, d'un coup, cette manifestation est en train de se déployer un peu partout dans le monde. Donc, depuis 3 ans au Cameroun, depuis 3 ans en Colombie, et l'année prochaine au Japon. Et à chaque fois, le thème, c'est transition écologique et culture. Et au Japon, justement, on est en train de voir pour que certains mangaka, potentiellement, puissent s'emparer de ces sujets-là, pour justement, à travers leur façon d'écrire l'histoire, se penchent sur ces récits, ces évolutions de récits, ces évolutions de société, finalement, qui amènent à penser la transition écologique.
Donc voilà, donc ça c'est des pistes, mais peut-être que ça aboutira pas, hein. Pour l'instant, on est dans cette phase de recherche, mais c'est vrai que la forme vient au service du fond, en fait. Vous insistez là beaucoup sur littérature, édition et savoir, édition et transmission. Quelle est la part de l'écriture de fiction dans vos publications? Alors la fiction chez Actes Sud, ça représente, c'est le vaisseau amiral. Ouais. Donc c'est grosso modo 70% de notre chiffre d'affaires, même plus 80% je pense de notre chiffre d'affaires, repose sur le roman, le reste c'est périphérique. Mais somme toute, voilà, je parlais d'Eldorado, mais si là par exemple pour la rentrée littéraire, on va, non je sais, quel exemple je pourrais vous donner? Là le texte de Clara Arnaud, qui a été récompensé par le prix des étudiants de Sciences Po, et Vous passerez comme des vents fous, c'est un ouvrage de fiction. En même temps, justement, elle arrive à rendre finalement à placer la nature comme le premier personnage de son roman finalement, et au départ, ce roman n'est que nature finalement. Et puis petit à petit, les animaux vont entrer, et puis les humains comme personnages secondaires finalement de l'intrigue. Et ces renversements, ça, c'est la fiction qui peut nous apporter ça, et donc viennent toucher différemment. Maintenant, voilà, les essais sont encore d'autres portes d'entrée, mais voilà. Et après, après, justement, en revanche, on va éviter les ouvrages, et on en publie rarement, des romans qui sont des prétextes à la défense d'un propos. Soit le propos est complètement inhérent à la fiction et rentre dans ce sujet, mais je rapportais tout à l'heure les propos de Justine Ogier qu'on va publier sur la rentrée littéraire d'un ouvrage qui s'appelle Personne morale, sur l'affaire Lafarge en Syrie. Et en fait, donc bon, elle présentait le livre, et à un moment, vous savez, et parce qu'on l'a questionné justement, pourquoi pas un roman, pourquoi un essai, pourquoi on met nous des essais en littérature en rentrée littéraire. Et en fait, ce qu'elle expliquait, elle dit, le truc, c'est que là, avec ce sujet-là, je ne peux pas passer en fiction, parce que si je raconte ça sur le mode de la fiction, on ne me croira pas. Parce que la réalité dépasse de très très loin tout ce qu'on peut imaginer en fiction. Donc, ces frontières-là, elles sont à la fois poreuses, élastiques, distantes, etc. Et voilà. Et les écrivains, quand ils ont envie justement de porter un sujet, ben, ils font cette part des choses pour voir où est-ce qu'ils auront le plus d'impact, parce que malgré tout, ils sont dans une démarche avant tout généreuse de transmission et d'ouverture. Qu'est-ce qui fait qu'un manuscrit, notamment un premier manuscrit que vous recevez, est publié? Il y a beaucoup de gens qui écrivent ici, méfiez-vous. Marlène? Non, mais ils vont vous porter le manuscrit à la fin. Même pas peur. Qu'est-ce qui fait? Alors nous, déjà, on n'a pas de comité de lecture chez Actes Sud. Ce sont chaque éditeur qui reçoit ses manuscrits. Alors, on a un service manuscrit qui fait un premier tri. Donc, lui eux connaissent tous les éditeurs de la maison. On discute avec eux, ils savent ce qu'on cherche. Enfin bon, ils connaissent quand même très très bien la maison. Donc, eux vont faire ce premier tri. Ils vont picorer dans les manuscrits, lire un peu plus quand d'un coup il y a quelque chose. Et après, ils vont les réorienter vers les éditeurs. Et finalement, notre plus grand casse-tête quand on reçoit un manuscrit, donc on commence, après on va être séduit par le sujet, par l'écriture, par les deux, par une sensibilité qui est venue. Après, il y a des manuscrits sur lesquels on va se dire, allez, on y va. Et il y a un travail absolument dingue à faire sur ce manuscrit. Et pourtant, il est loin d'être parfait, mais on va quand même le prendre. D'autres qui peuvent être plutôt bien ficelés, mais en fait, voilà, l'étincelle ne va pas être là. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, quand on lit un manuscrit, on sait, c'est Actes Sud, c'est pas Actes Sud. Et parfois, il y a des manuscrits qu'on adore, mais c'est pas tout à fait la maison. Et on sait que si on le prend, on va pas bien le porter. Donc, il y a certains manuscrits qu'on se refuse à nous-mêmes, finalement. Parce que c'est vrai que si on ne se met pas bien dans nos lignes, c'est compliqué. Enfin, on fait beaucoup de pas de côté. Hein. D'ailleurs, les libraires nous en remercient chaque fois, parce que chaque fois, on a oui, mais alors en fait, tu peux le mettre là, 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 là. Hein. Et, mais voilà, il faut quand même qu'on reste audible. Il ne faut pas non plus éclater des lignes éditoriales tout le temps. Il y a besoin. En fait, c'est ça qui est merveilleux dans l'édition, c'est qu'en fait, on est plein de maisons d'édition, mais on est très peu concurrentes, parce qu'on ne publie vraiment pas du tout les mêmes choses. Après, oui, sur les grands textes, on a tous envie d'avoir des textes
il y a des auteurs que tout le monde pourrait publier parce que voilà, ça fonctionne bien partout, mais il y en a quand même beaucoup voilà, qui sont plus aux uns aux autres. Conclusion, ça nous arrive aussi. Ah, tiens, j'ai lu ça, moi je le prends pas, mais est-ce que tu le veux? Et donc bon, ça nous arrive pas tous les matins, mais. Et alors, c'est quoi votre ligne éditoriale? Ben, notre ligne éditoriale, elle n'est pas formulée comme telle. D'ailleurs, c'était justement une question que je me posais parce qu'on a plein de jeunes éditeurs dans ma maison. Et finalement, à aucun moment, on a posé la question de la définition de notre ligne éditoriale. En revanche, tout le monde la connaît. Donc ça, c'est assez particulier. Donc on est vraiment dans le sensible avant toute chose. Et si je devais la décrire, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à en fait, c'est moins une ligne éditoriale que le fait de se dédier à faire lire le monde. Des ouvrages comme l'immeuble Yacoubian d'Ala Laswani, des ouvrages comme, qu'est-ce que je pourrais dire, non, c'est forcément quand j'appelle les titres, ils partent tous en courant, mais les livres d'Asli Erdogan, là récemment, les livres d'Ahmet Altan, c'est des ouvrages, voilà, c'est une littérature extrêmement puissante en même temps, quand vous disiez Madame Hayat d'Ahmet Altan, en même temps, c'est une vision de la Turquie qui est extrêmement précise et intime finalement dans laquelle on va pouvoir s'inscrire. Alors, c'est pas un traité de géopolitique sur les situations de la Turquie. Somme toute, ça donne quand même. Et là, par exemple, et là, pour le coup, on est exactement dans l'Actes Sud. On va publier sur la rentrée aussi une jeune femme qui s'appelle Eva Bogdanova. Son titre, c'est Saison toxique pour les fœtus. Et en fait, ça se passe en Russie. Et c'est la Russie de Yeltsin. Enfin, ça démarre là, et puis jusqu'à aujourd'hui à peu près, dans les quartiers populaires de Moscou. Et c'est l'histoire de 3 enfants, un frère, une sœur, une cousine. Alors au début, l'histoire, elle est un peu intriquée, ils sont tous dans la même datcha, etc. Et puis petit à petit, chaque personnage va grandir, les interactions vont continuer, mais d'un coup, on les voit vivre dans cette Russie d'aujourd'hui, où finalement, c'est une Russie où on a essentiellement le visage de Poutine, accessoirement. Et sinon, le reste, le fait qu'il y ait des gens qui vivent là au quotidien, on en a très peu d'images, très peu de choses tangibles, quelques manifestations sur la place rouge, mais sinon, on ne voit pas grand-chose. Et là, d'un coup, vous pénétrez un quotidien de ces enfants, de la condition des femmes là-bas, de l'instabilité, enfin, de la conséquence d'une instabilité politique dans votre quotidien, des bombes qui explosent à peu près partout, c'est pas très bien, d'un coup, le chemin devient très compliqué. Et en fait, en lisant ce livre, et donc on a l'impression de vivre avec eux, de découvrir ce qu'est la Russie aujourd'hui. Et en fait, c'est bouleversant. J'ai eu le même sentiment quand on a publié un livre sur la Corée du Nord, un photographe qui a pu partir là-bas avec un dispositif de portrait très classique, avec sous couvert d'être accompagné par le gouvernement dans la rue pour faire les portraits des gens. Et finalement, d'un coup, on se dit, bah, pareil, que là aussi, le dictateur a quand même pris une grande place sur la vision qu'on a de ce peuple-là. Et puis on se dit, bah, en fait, c'est des gens qui vivent là au quotidien et qui vont chez le coiffeur, font des pique-niques. Et ce quotidien, d'un coup, vient percuter finalement, enfin, cette vision-là, ces écritures viennent percuter une image qu'on en a qui est parfois un peu lointaine, qu'on maintient à distance. On ne veut pas trop rentrer dans ce quotidien parce que c'est pas simple de considérer qu'il y a des gens quand même de l'autre côté de la planète qui souffrent quand même peut-être beaucoup. Enfin, en tout cas, qui sont dans une instabilité et voilà. Et donc, c'est vrai que ce livre, il est bouleversant pour ça parce que c'est une très belle écriture, c'est vraiment, mais on va toucher, voilà, ce quotidien et je suis pas certaine que autre chose que la fiction puisse nous donner accès à ça. Vous êtes toujours d'accord sur les livres? Est-ce qu'il y a entre vous, il y a un consensus sur ce que vous devez publier? Non, non, mais en revanche, une chose est sûre, c'est que quand quelqu'un porte un livre avec une ferveur, un enthousiasme, le livre sera toujours publié. Après, voilà, après c'est des considérations naturelles. On reste une entreprise, hein, on est une industrie culturelle, mine de rien. Donc voilà, comme quand vous avez 80% de vos titres qui font moins de 1000 exemplaires, c'est compliqué. Comment? C'est quoi votre marge? Dire les livres, c'est une économie après, petite marge, l'édition. Quand on en a, on est content. Mais voilà, ce qui va commencer à faire des marges, c'est des livres qui dégagent plus de 5000 exemplaires. Et là, on peut commencer à imaginer qu'on gagne un peu d'argent. En tout cas, on arrête d'en perdre. Mais en dessous, donc, et réellement, 70% des livres qu'on publie sont en dessous des 5000 exemplaires.
en dessous des 5000 exemplaires vendus. Donc, ça fait peu de livres qui doivent porter tout le reste. Mais c'est pour ça que quand je disais la question de... Enfin, on revient aux enjeux de concentration, c'est que d'un coup, si tous les best-sellers vont toujours au même endroit, ben, nous, le problème, c'est qu'il en faut quelques-uns pour arriver à continuer, à chercher, à découvrir. Et moi, je ne vais jamais dire aux éditeurs, arrêtez de chercher. Après, ce que je vais leur dire, c'est d'équilibrer un petit peu pour que ce soit un peu plus possible. C'est pour ça que le prix Goncourt, ça vous aide. Quand vous avez lu, il faudrait que votre livre, il en ait un, là. Voilà, mais cette année, Bien voilà. entendu, on va... Exactement. Si jamais, non, cette année, en plus, franchement, cette année, on a des beaux candidats. Et je dirais, on va même se faire concurrence dans nos maisons. Donc, c'est parfait. Moi, je veux bien que les deux finalistes soient le Rivage et Actes Sud. C'est parfait. Mais en effet, les prix aident énormément à mettre en lumière les livres, le Goncourt en particulier, c'est quand même le Graal. Et puis, mais après, voilà, Clara Arnaud, avant qu'elle reçoive le prix des étudiants de Sciences Po, c'est un livre pour lequel il y a eu très peu de presse. Son précédent livre avait été vendu à moins de 1000 exemplaires, La verticale du fleuve. Et en fait, les libraires se sont emparés de ce livre. Et ont vendu ce livre. Et ont porté ce livre. Et tout de suite, il y a une espèce de ferveur qui s'est faite dans le réseau de librairies. Et aujourd'hui, on en est à plus de 35 000 exemplaires. Donc, c'est quand même joli. Et lundi, elle reçoit le prix version film. C'est quand même une belle histoire. Et elle est passée finaliste du prix des libraires. Donc, voilà, une jeune autrice qui j'espère, va continuer cette ascension. Mais voilà, je vous parlais au début de ce lien absolument fondamental entre la librairie et l'éditeur. Et c'est vraiment, voilà, il n'y a pas d'éditeur sans libraire, il n'y a pas de libraire sans éditeur. Et comme nous le rappelait, on était avec le syndicat de la librairie française il y a peu de temps, en fait, c'est l'éditeur qui définit ce que gagne le libraire. Que ce soit par ses remises, nous, par exemple, on est l'éditeur qui donnons le plus de remises aux libraires. Alors, parfois, on aimerait bien leur dire, comment ils en donnent le plus, si vous pouviez un peu plus, ça serait bien. Mais voilà, mais c'est important de veiller à la rémunération des libraires parce qu'on a besoin d'eux sur l'ensemble du territoire pour que nos livres existent, à l'image de celui de Clara Arnaud, mais que, puis voilà, et c'est grâce et puis que surtout, ça soit diffusé. D'autres questions? Vous avez parlé du roman dans la fiction. Est-ce que vous positionnez sur d'autres genres comme la nouvelle, le théâtre? Alors, tous les styles de littérature, il n'y a rien qui est exclu, même la poésie, de temps en temps, pas de façon hyper fréquente, bien qu'aujourd'hui la poésie connaisse une nouvelle ferveur. Donc, comme je disais, le théâtre, c'est vraiment une écriture qu'on porte beaucoup. Des nouvelles, il y en a parfois. Là, on a même fait des posts Instagram. Donc voilà, toute matière, toute forme. Et justement, on essaye de s'ouvrir à tous ces... Enfin, les auteurs s'emparent de plein de formats différents qui correspondent à justement la façon dont ils ont envie de porter un sujet. Que Laurent Godet s'immisce en science-fiction, c'est quand même un pas de côté dont il avait assez peur en se disant mais mes lecteurs, que vont-ils dire, etc. Et puis bon, finalement, tout le monde l'a suivi allègrement et on a Chien 52 qui est en écriture, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais donc voilà, donc non, je dirais aucun critère d'exclusion a priori. J'avais une question, vous avez parlé des libraires, mais comment vous avez un lien avec les lecteurs ou les lectrices? Ah, ça c'est une super question. Et bien justement, c'est un phénomène étrange que l'éditeur est très peu connecté à ses lecteurs. Alors, il l'est à travers les libraires, bien entendu, les retours de lecture, etc. Les libraires nous les remontent, mais somme toute, à chaque fois, il y a le filtre du libraire. Bienveillant, pas forcément bienveillant. Mais malgré tout, on est rarement en direct. Et c'est vrai que je parlais tout à l'heure de transformation digitale. Et pour nous, un des enjeux de cette transformation digitale, c'est aller à la rencontre de nos lecteurs, récupérer ce qu'ils pensent de nos livres. Et surtout, on s'aperçoit de quelque chose, c'est que là où on pourrait, encore en disant ça, c'est vraiment un peu une caricature, mais malgré tout, il y avait un lectorat, on va dire, assez homogène, plutôt CSP+, on va dire, si je peux le formuler comme ça, qui allait dans des spectres assez différents, mais malgré tout, les codes pour présenter un livre étaient assez uniformes, la façon d'en parler, la façon de le porter était quand même très formatée. Et or, aujourd'hui, tout ça a explosé. Et finalement, un YouTuber de 25 ans qui va décider de s'emparer un livre parce qu'il a découvert,
Là, ça nous est arrivé sur Le Mur Invisible. Et voilà, un livre qu'on a publié il y a 15 ans, qui avait fait, bon, voilà, un joli score. Le livre est magnifique. Mais d'un coup, il y a un youtubeur, je ne sais plus si c'est youtubeur qui s'est emparé de ce livre. Et d'un coup, on a vu ressortir ce livre. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On a retrouvé la vidéo. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, la prescription, finalement, devient extrêmement individuelle. Les lectorats deviennent très spécifiques parce que les algorithmes nous amènent quand même à chaque fois à lire des choses qu'on a envie de lire. Donc, c'est vrai qu'à la fois, c'est restrictif et en même temps, ça spécialise. Et donc, voilà. Donc, il faut qu'on prenne en compte ça si on veut maintenir ce lien et puis justement essayer de mettre le livre entre... au moins atteindre les personnes qui vont avoir envie de lire ce livre. Donc, c'est tout le sujet de comment on fait pour les trouver. Donc, mais c'est fondamental. Mais par exemple, ce qui est assez particulier, et j'avoue que je n'y avais pas pensé jusqu'à ce que je pose la question, c'est qu'en fait, notre seul client, seule structure à laquelle on facture quelque chose, en gros, c'est notre distributeur. En fait, on n'est pas en lien direct avec les libraires, on n'est pas en lien direct. Donc, si je veux vendre un livre en direct, en fait, je n'ai pas de TPE, je ne sais pas encaisser en fait un livre. Donc, c'est assez particulier, même justement, ça pose beaucoup de questions, même comptables, je dirais, dans ce rapport. Il y avait d'autres questions. Quel est l'intérêt en fait d'avoir une collection poche pour rebasculer les livres qui sont parus? C'était vraiment une volonté de créer une collection poche après pour... Absolument. Chez nous, c'est Babel qui est notre collection poche. Et en fait, alors c'est drôle parce qu'au moment où les collections poche se sont développées en France, tous les éditeurs ont crié à la panique, etc., comme quoi c'était fini du livre, qu'on allait tout publier en poche, qu'on n'aurait plus jamais possibilité d'avoir des enfants. Bon, force est de constater que c'est loin d'être le cas. Et en fait, le poche, c'est vraiment une question d'accessibilité. C'est une question de prix du livre. Le prix, alors aujourd'hui, on considère que le prix du livre, c'est cher, ce qui est quand même absolument rien par rapport à ce que ça représente. C'est au moins 10 personnes qui sont derrière chaque livre. Donc, quand on mesure un prix du livre divisé par 10, plus sachant que le libraire va prendre en moyenne entre 35 et 40% de la marge du livre, pour rémunérer tout le monde, à 10 divisé sur 50% du prix public, ça commence à pas faire pas grand-chose. Et je me suis perdue. Non, et voilà. Et le poche, donc c'est vrai que ce passage en poche, c'est à un moment donné rendre accessible l'œuvre, rendre accessible l'auteur. Mais soit on est juste dans cette partie descendante, c'est-à-dire que je calcule juste la bascule, soit au moment, ce qu'on est en train de faire, c'est se dire, voilà, utiliser le poche pour recruter des lecteurs sur un auteur, parce que prendre un risque sur 7 euros, c'est pas tout à fait la même chose que prendre un risque sur 23 si on veut découvrir. Et donc, voilà, donc en fait, aujourd'hui, comme effectivement l'inflation a quand même eu un impact important sur le pouvoir d'achat, le poche est devenu le premier segment de chiffre d'affaires en fait des librairies. Chez nous, c'est Babel qui est la première collection dans le chiffre d'affaires des librairies, donc ça pose quand même des questions parce que nous, les frais sont amortis, enfin nos coûts sont amortis avant tout sur le grand format. Et donc voilà, donc l'idée est d'inverser la chose et d'utiliser finalement le poche comme une dynamisation du marché, aller recruter les lecteurs, donner envie, créer une autre actualité autour de l'auteur et pour l'amener vers le grand format derrière, parce que malgré tout, le livre, c'est quand même une activité hautement addictive, quoi. Donc quand on aime, on ne s'arrête plus, c'est ça qui est Sylvie. Comment s'explique ce phénomène qui est peut-être pas très important, mais auquel j'étais confrontée, des romans anglais d'il y a de ma jeunesse, qui sont retraduits avec un nouveau titre. Pourquoi faire? Ça, c'est tout le sujet de la cancel culture. C'est juste là, on touche à quand même un des problèmes majeurs de notre société aujourd'hui. Alors, Dieu soit loué en France, la pression n'est pas si forte, quoique l'année dernière, pendant le prix Goncourt, justement, il y a eu toute une polémique autour de cet auteur canadien qui avait fait relire son manuscrit à un sensitive writer qui va juger justement de qu'est-ce qui est tolérable, pas tolérable. C'est un débat qui est vraiment compliqué parce qu'en même temps, heurter les gens, c'est pas non plus le propos de la littérature. En même temps, parfois, c'est ce qui nous heurte, qui nous fait avancer. Et voilà, si c'est pour vivre dans un monde édulcoré à la sauce des barbepapas non-stop, ça devient quand même moins riche. Donc c'est vraiment un sujet compliqué. Et moi, j'avoue que je peine pour la diversité, qu'on puisse publier absolument tout ce qu'on veut. Et j'avoue qu'au moment où il y a eu tous ces sujets, même
toutes les discussions au niveau des universités américaines et ce qui s'est passé sur les campus américains. Et c'était la présidente d'Harvard à l'époque qui disait justement les lieux des universités, les lieux des librairies, c'est justement là où toute forme de diversité doit s'exprimer. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on trouve ça me donne envie de vomir, pourquoi pas. Mais malgré tout, toutes ces expressions doivent arriver parce que c'est quand même juste la certitude de maintenir une certaine diversité. Dès lors que je considère qu'une idée n'a pas le droit d'exister, il n'y a plus de légitimité. Enfin, toutes peuvent subir le même chemin. Donc, c'est vraiment une porte ouverte qui est extrêmement dangereuse. Je pensais même pas à ça. Je pensais à quelque chose de beaucoup plus anodin, de romans qui ont été retraduits et dont on a changé de titre. Et je me suis toujours, je pense à des romans anglais. Ah, Je me pose la question. après, peut-être que la première traduction Je n'a sais pas. Rio, hein. Ouais, après, peut-être que la traduction. Après, c'est vrai aussi, un titre, c'est quoi? Le titre, il appartient moins à l'œuvre qu'à l'éditeur, en fait. Dans tous nos contrats, c'est l'éditeur qui est responsable du titre. Et si ça se trouve, enfin, on pourrait décider du titre sans même demander à l'auteur. Bon, en général, on est quand même content quand l'auteur veut bien porter son livre, donc vaut mieux qu'il soit d'accord sur le titre. Mais ça peut donner lieu quand même à des discussions. Et c'est vrai que, pour repartir sur ce que portait Hubert, c'est qu'un livre, la première de couverture, le titre, c'est une invitation. Et donc, cette invitation, parfois, on arrive à la faire correctement et puis parfois, on se plante allègrement. Et donc, voilà, quand on s'est planté la première fois, si on a l'opportunité de pouvoir reviser un peu plus juste et puis, même si c'est le même livre, le donner à lire de façon différente, c'est une démarche commerciale. Oui, voilà. Mais c'est très important parce que on voit, nous, souvent pour les titres anglais, c'est que les Anglais ont quand même le génie de la formule et la plupart du temps, transformer en français, c'est quand même assez pitoyable. Donc, comment retrouver cette énergie, cette invitation, ce pétillant dans une langue comme celle du français qui est un peu plus descriptive, un peu plus lourde? Bon, c'est compliqué. Donc, voilà, on va tâtonner beaucoup sur les titres et franchement, quand on arrive à en trouver un tout de suite, on est quand même très heureux. Quand ça commence à tâtonner, ça devient tellement laborieux, tellement laborieux. Puis, si je peux me permettre, le premier titre de l'ouvrage n'est pas nécessairement celui de l'auteur. Absolument. Celui de l'auteur peut ne jamais avoir été utilisé. Ah oui, oui, absolument. Et puis, mais là, c'est l'art d'être éditeur, c'est de convaincre l'auteur que c'est le nouveau titre qui est bon. Et un petit peu dans la lignée de ce que vous disiez, dans la littérature étrangère, les traducteurs, c'est vous qui les choisissez Oui. strictement. Oui, strictement, ou alors parfois il y a des auteurs qui viennent avec leur traducteur, mais bon, il faut qu'on soit certain, il faut qu'on puisse lire. Oui, ça c'est un choix très précis du traducteur parce qu'une mauvaise traduction va tuer un livre, véritablement. Et donc, et voilà, alors c'est vrai qu'on a eu la chance, Christine Leboeuf était aussi la traductrice de Paul Auster, d'Alberto Manguel, Cyril Duvet, etc. Donc, elle a donné quand même, elle a imprimé une couleur à nos traductions qui ont, pour le coup, ont fait la réputation de la maison parce que c'était des traductions très littéraires. Mais voilà, une traduction, c'est une forme de trahison et en même temps, c'est une façon d'épouser un texte comme aucune autre manière. Donc voilà, c'est quand même un jeu très, très subtil, la traduction. C'est vraiment... quel travail. Enfin, on parle souvent d'IA, là, justement, et les traducteurs qui sont paniqués de leur sort à cause des IA, mais il y a des maisons naturellement qui vont utiliser l'IA, mais on ne fait pas le même travail, à vrai dire. Mais sur la traduction littéraire, c'est impossible Après, que ça devienne un outil, et certainement pour beaucoup de traducteurs, c'est un outil qui va leur faire gagner du temps. Et encore une fois, les traducteurs, c'est pas non plus des gens qui sont payés des fortunes. Donc, s'ils gagnent un peu de temps et de simplicité en utilisant des outils, mais en gardant leur talent à eux, et on continue à les rémunérer pour cela, les outils sont plutôt bienvenus. Justement, dans un podcast, je m'appelle Nani, merci pour votre intervention, pour votre présentation et pour les questions. J'ai entendu dans un podcast récemment, je ne pourrais pas le citer, je me promenais dans le quartier, je ne me rappelle plus du nom du podcast, mais c'était un de vos auteurs, en l'occurrence, c'est la première fois que j'entendais ça, un auteur qui disait que son équipe d'éditeurs avec qui il travaillait était fantastique
il avait fait par contre, je me rappelle de ces mots-là, a fait un énorme travail, un travail fantastique par rapport à Chien 51 pour l'accompagner, pour améliorer le roman. Donc, du coup, comment vous vous entourez de jeunes éditeurs qui arrivent? Comment ça se passe? Parce qu'apparemment, bon, bah, c'est la première fois que j'entendais ça, c'était pour Actes Sud. Un lecteur était aussi content de l'accompagnement qu'il pouvait avoir, quitte à le dire carrément en interview à mettre ça en avant. Et bah, justement, et c'est, enfin, pour aller dans ce sens-là, c'était Muriel Barbery qui témoignait aussi de cet accompagnement. Elle a changé de maison d'édition il n'y a pas longtemps, donc elle peut mesurer encore plus ce travail-là. Les éditeurs dans la maison, ils sont là quand même depuis, enfin, tous ont quand même une expérience certaine, mais c'est vrai que Bertrand Pi, donc qui s'occupe de la littérature, a eu cette générosité et cette intelligence de, à chaque fois, prendre avec lui un jeune auteur pour travailler un texte, un jeune éditeur pour travailler un texte. Et donc, lui, travailler, on va dire, la superstructure du texte. Alors, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis des publishers. Et puis après, il y a des éditeurs plutôt aux États-Unis, qui vont travailler le texte à proprement parler. Et donc, c'est ce dialogue entre les deux, finalement, autour de l'œuvre, qui d'un coup fait équipe, où il va y avoir un travail très méticuleux sur le texte, là pour le coup, la forme, etc. Et puis un travail plus de superstructure qui va valider telle digression, parce que d'un coup, on parle de tel personnage, de telle scène, ou telle chose, effectivement. Et parfois, on le voit très fréquemment dans les manuscrits avant qu'ils soient retravaillés, les écrivains vont avoir des marottes. Alors, systématiquement, là, par exemple, Muriel nous racontait, elle a fait 2 livres sur le Japon. Ce 3e n'a rien à voir avec le Japon, mais au début, elle avait réussi à remettre du Japon. Et donc, ben voilà, ils ont essayé de la convaincre d'enlever cette partie-là parce que d'un coup, ça déplaçait le livre pas au bon endroit et ça déroutait le lecteur. Et en fait, on se met, ce que je disais, c'est l'éditeur, il a vocation à se mettre dans la peau du lecteur lambda et de faire ce voyage à répétition dans le livre pour voir où ça vient vous toucher, qu'est-ce que ça produit, où est-ce que ça va venir taper, affecter, impacter, etc. Et c'est ça qu'on évalue au fur et à mesure de la lecture en se disant, bah là, vraiment, tu m'as perdu, là, ça va trop vite, là, j'ai un trou, il manque un truc. Enfin bon, voilà, c'est vraiment Après, il n'y a pas de recette, mais en tout cas, on va essayer de travailler le plus loin possible avec l'auteur comme ça. Et parfois, on fait des circonvolutions de dingue pour arriver juste sur un petit point. Mais il faut, en fait, ce qui est important, c'est d'amener l'auteur à ce qu'il intègre lui-même, enfin, que lui-même, juste par la discussion, en fait, intègre la correction de son propre chef dans la retouche de son texte. Ça, mais c'est miraculeux, c'est de l'ordre de la magie quand ça vous arrive, quand vous échangez avec l'auteur, vous dites, ouais, là, ça, c'était vraiment super, mais là, c'est un peu plus confus. Il reprend son texte et il vous reproduit, et il vous redonne un texte après derrière qui est impeccable. C'est la confiance aussi. Ouais, mais voilà, c'est aussi donner. On accompagne un auteur aussi, on est dans on accompagne sa création quand même. Donc, on est là et on ne doit pas être là en même temps. Donc, voilà, c'est ce jeu de miroir qui est assez subtil, mais vraiment, Et vous pouvez donner beaucoup de temps pour le faire? Le temps qu'il faut. Ah, d'accord. Bon, après, sauf par exemple, là, il y a des titres où on va travailler un peu plus parce qu'on sait qu'on doit les manuscrits ont été remis tard, mais on a une échéance. Par exemple, là, pour la rentrée littéraire, c'est vraiment les moments où là, les éditeurs peinent le plus parce que, en général, les auteurs rendent le plus tard possible. Et eux, ils ont un temps court pour travailler. Et en même temps, sur la rentrée littéraire, on ne peut pas s'amuser à rendre des manuscrits à moitié. Donc voilà. Donc là, les pauvres, ils sortent de cette période-là. Mais visiblement, ils vont quand même super bien travailler parce que les textes sont bien préparés. D'où viennent-ils? Comment sont-ils formés, les éditeurs? Alors, beaucoup ont fait des études de lettres, quand même. Mais beaucoup ont fait d'autres choses aussi. Alors, ça va être l'histoire de l'art, l'autre l'histoire. Après, je dirais, c'est plus un goût pour la littérature. C'est plus un goût. Alors, en littérature, j'imagine que le fait d'avoir un parcours littéraire donne plus de confiance face à un texte, finalement. Parce qu'en fait, pour un éditeur aussi, il faut se donner l'autorisation d'intervenir sur un texte et de pointer telle chose. Qu'est-ce qui nous donne le droit? Moi, nous, on est tous un peu... Enfin, on se retrouve tous dans cette position-là.
Et moi, pour pas avoir fait d'études littéraires, c'est complexe d'assumer ce rôle-là. Et en même temps, bah, je suis lectrice, donc j'ai quand même une capacité réflexive assez importante par rapport à un texte, en tout cas d'empathie forte. Donc voilà, donc les formations sont vraiment très variées, mais bon, il y a quand même forcément beaucoup de littérature, mais il y en a qui sont partis en littérature étrangère, bon, la langue d'une manière générale. En tant que présidente des éditions Actes Sud, quelles sont les qualités selon vous qui font qu'un écrivain va être publié par votre maison d'édition? Alors, le premier mot qui me vient comme ça, c'est bizarre, je vais le dire quand même, c'est sincérité. Et je crois que c'est ça qui va nous toucher finalement systématiquement dans un texte. Alors ça peut raconter quand je dis sincérité, c'est pas la vérité, mais il y a quelque chose dans l'usage de l'écrit, dans cette intention donnée au texte, cette sincérité-là, en fait, elle vient toujours toucher très profond. Je pense que, bon, voilà, c'est marrant, je n'y avais pas pensé comme ça, mais d'un coup, le mot est sorti et je dirais ça. Après, je dis, le champ des possibles est tellement vaste que, en termes de sujets, etc., c'est pas. Là, je vois, j'étais au Salon du Livre de Paris au mois de mars, et effectivement, quelqu'un vient sur le salon en me disant bon, j'ai envie d'écrire un livre, quels sont les sujets qui vous plaisent? Ah, non, c'est comme ça. Vous écrivez et on lit, et c'est vrai que nous, on va lire des textes qui sont déjà écrits. Alors, sauf en non-fiction, où là, on commande des textes. On va identifier des auteurs, on va identifier des sujets, bon, voilà. Et après, quand on identifie des travers de certains auteurs qui vont un peu toujours sur ces sujets-là, on se dit, tiens, si je lui demande de se déplacer un petit peu, ça peut être intéressant. Donc, on va avoir un rôle d'influence sur la littérature. On peut potentiellement avoir un vrai rôle de commande sur la non-fiction. Et d'ailleurs, pas mal. Alors, beaucoup de nos auteurs en non-fiction qui n'étaient pas des auteurs et à qui un jour on a demandé d'écrire un livre. Et alors pour le coup, c'est une reconnaissance éternelle de la part de ces auteurs. Mais parce que, et alors c'est drôle parce que systématiquement, le premier chapitre, c'est pourquoi j'ai le droit d'écrire. Et non, 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 non. Et donc voilà, le premier travail, c'est alors ce chapitre-là, en fait, on n'en a pas besoin, mais c'est bien de l'avoir écrit. Psychologiquement, c'est important de passer par là. Et après, on peut rentrer dans le vif du sujet. Mais chez tous les premiers, vous trouverez systématiquement quelque part une justification dans oui, j'ai le droit d'écrire. Et les passages d'auteur entre maisons, qu'est-ce qui fait qu'un auteur vient chez vous? Est-ce que vous démarchez des auteurs en disant vous êtes là, mais ça ferait du sens chez nous? Enfin, quelle est la dynamique? Alors, celle qu'on préfère, c'est l'auteur qui vient nous voir parce que déjà il est complètement fan de la ligne éditoriale et il sait que son livre est fait pour lui. Ça, c'est quand même super et c'est plus facile. Après, Ça arrive. Ah oui, beaucoup, beaucoup, majoritairement même. La majorité, c'est comme ça. Après, il y a des auteurs qui sont déçus de leurs éditeurs parce qu'ils n'ont pas été bien accompagnés, parce que. Et donc, qui d'un coup décident de venir chez nous parce qu'ils ont entendu qu'ils seraient mieux accompagnés. D'un point de vue travail éditorial, il faut reconnaître que la maison est très reconnue pour ça, effectivement. Enfin, que nos auteurs le disent à voix haute. Donc, c'est vrai que ce travail éditorial, mais en fait, on ne le dit pas assez. Il y a nos auteurs, dites-le un peu plus souvent parce que malgré tout, c'est pas la même chose de venir, effectivement. Déjà, souvent, on se dit, voilà, un auteur qui a fait 800 km pour venir jusqu'à Arles, on se dit, en général, il est bien motivé, donc ça, c'est sympa. Et après, voilà, les jeux entre auteurs, la relation entre un auteur et un éditeur, c'est vraiment, en tout cas, nous, tel qu'on la conçoit, c'est vraiment une relation très intime, très privée. Par exemple, nous, là, on a une éditrice il y a quelques années qui a quitté la maison parce que, bon, voilà, c'est normal, ça fait partie de la vie des gens d'entreprise. Et il y a plein d'auteurs qui sont partis avec elle ou qui ont quitté une maison à ce moment-là parce qu'ils n'ont pas retrouvé chez les autres éditeurs la même connivence ou donc où ils ont eu peur, etc. Mais alors, il y a certains éditeurs dans la maison qui sont furieux. Et en même temps, je leur disais, mais c'est, enfin voilà, il faut. Moi, je préfère laisser partir les auteurs. Et en général, la bonne nouvelle, c'est qu'ils. Et donc, il vaut mieux avoir cette confiance-là. Et c'était marrant parce qu'on en discutait avec Antoine Gallimard, donc il nous a piqué 2 auteurs récemment. Ah, mais ça va, t'es pas trop triste. C'est quand même bizarre comme question. Et en même temps, je disais, mais voilà, c'est le jeu.
Nous, Salman Rushdie, quand il est venu chez nous, ben, on l'avait piqué à quelqu'un d'autre parce que son agent avait joué des contrats et des avaloirs et tous des trucs. Et puis, qu'on s'est dit, bah, tiens, c'est une opportunité, que à ce moment-là, il était super content de venir chez Actes Sud et vraiment, c'était merveilleux. Et puis, ben, voilà, le jour où les ventes baissent un peu, les avaloirs aussi, l'agent, il est là pour aller rémunérer son auteur. Et donc, ding, 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 ils vont sonner partout. Et puis, ben, voilà, Salman Rushdie fait partie, si on porte un peu, partie des auteurs qui peuvent beaucoup, hein, comme pas beaucoup. Donc, bon, voilà. Après, on a des auteurs comme Paul Auster qui auront fait toute leur vie, toute leur œuvre chez Actes Sud. Et Dieu sait qu'il a été courtisé parce que chez certains éditeurs, en revanche, les éditeurs ont des primes pour aller démarcher les auteurs. Ça, c'est chic. Je dirais pas. Est-ce que Marceline, on arrête là ou au point vert? Oui, C'était la chef. C'est ça. merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour votre écoute et vos questions. Et puis, donc voilà.